Bonsoir à tous et bienvenue au 19h. La grève générale, une nouvelle fois au cœur de cette édition. Ce mercredi, rencontre entre intersyndicales et collectifs après plus de 4 semaines de conflit social contre l'insécurité. Au menu du jour, la suite du mouvement au lendemain des discussions avec la ministre des Outre-mer. La réponse juste après les titres. L'intersyndicale et la ministre des Outre-mer Annick Girardin se sont rencontrées hier soir lors d'une réunion qui a duré plusieurs heures, à l'issue de laquelle un possible accord a émergé. Encore fallait-il que la population soit d'accord avec la décision des leaders du mouvement de suspendre la grève. Après une réunion à Tingoni, la grève va finalement se poursuivre au moins jusqu'à dimanche. Et explication. Alors que l'intersyndicale a proposé à la population une suspension de la grève, les barrages sont toutefois maintenus sur l'ensemble du territoire. En effet, pour la population, hors de question d'arrêter la grève sans engagement écrit et signé par les autorités compétentes. Reportage au cœur des barrages au cours de cette édition. Alors que les violences urbaines continuent au sein du 101e département, cette nuit, Ntsapéré a été le théâtre d'actes de violence. Pour dénoncer la situation et surtout interpeller leur maire, des citoyens de Mamoudzou ont bloqué aujourd'hui la mairie du chef-lieu. Reportage sur place à la fin de votre journal. 5 heures, voilà le temps passé entre la ministre des Outre-mer, élue intersyndicale et collectif pour tenter de sortir d'une crise qui dure depuis bientôt un mois. À l'issue des discussions, toutes les différentes parties sont tombées d'accord pour suspendre le mouvement durant un mois, le temps de travailler sur un plan global en faveur de Mayotte. Mais pour cela, il fallait encore l'aval de la base et de l'ensemble des leaders du mouvement. Direction Tingoni, où s'est tenue une réunion afin de décider de la suite du mouvement. Le récit de Pierre Bellucci, Patrick Milan et Leslie Vimenet. Il était près de 22h30 hier lorsque les leaders de la grève générale et les élus ont mis fin aux discussions avec la ministre des Outre-mer. Dans une ambiance où la fatigue dominait, Annick Girardin a rapidement souhaité faire des annonces fortes liées à ces 5 heures de réunion. Sur ce territoire, l'État se renforcera. L'État sera davantage présent. L'État jouera tout son rôle. Et sur l'ensemble des questions qui m'ont été posées. Puisque, au-delà de la méthode et du calendrier que j'ai proposé, une méthode, c'est comment on travaille ensemble dans le mois qui vient avec la mission qui est arrivée avec moi, les 3 missionnaires. La durée, c'est un mois. Dans un mois, on doit rendre notre travail collectif pour qu'il soit ensuite approuvé. Au-delà de cet engagement que j'ai pris, j'ai aussi répondu à une quinzaine de demandes du collectif, de l'intersyndicale et des élus, qui vont tous dans le même sens. Plus de sécurité, plus de lutte contre l'immigration illégale, plus de présence de l'État sur le terrain, un mieux d'État, un véritable accompagnement de l'État à tous les niveaux, sur tous les sujets, qu'on soit sur la sécurité ou l'immigration bien sûr, mais qu'on soit aussi sur les autres sujets. En moins de 48 heures, la ministre avait alors réussi son pari, permettre une suspension de la grève générale grâce à des engagements oraux. Néanmoins, pour que cette suspension d'un mois soit actée, encore fallait-il que l'ensemble des grévistes se mettent d'accord. Et c'est là que le bât blesse, car le compte-rendu prévu place de la République n'a pas eu lieu. Dans l'urgence, les leaders du mouvement ont décidé de se retrouver à Tingoni pour faire le point. Problème, certains représentants de la grève, ayant discuté avec la ministre, n'ont pas pu franchir les barrages. Eh bien, écoutez, on va chercher certains camarades qui ont du mal à passer sur les barrages pour pouvoir commencer la réunion, quoi. Entre nous, collectif et l'intersyndicale. Donc voilà, on en a pour quelques minutes, mais c'est aussi bien de se déplacer sur place et pouvoir attendrir l'atmosphère rapidement. Après quelques mots pour calmer les tensions, tous les leaders du mouvement ont finalement pu prendre la direction de Tingoni. J'ai pu récupérer tout le monde. On commence à apaiser la population mahoraise. La population de Mayotte sait ce qu'elle veut et la population de Mayotte crie au scandale. La ministre, elle est venue, elle a fait son coup de communication. C'est bien. Maintenant, les Mahorais sont dans la rue
elle n'a rien proposé de concret. Les Mahorais resteront dans la rue pour que le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, sinon le président de la République, viennent avec des mesures qui engagent le gouvernement. Après plusieurs heures d'échanges parfois tendus, il a finalement été décidé que la grève devait se poursuivre au moins jusqu'à dimanche. Ce qu'il en ressort, c'est que la ministre elle est venue faire sa communication, mais le soldat mahorais est debout. Et nous maintenons le piquet de grève et donnons un ultimatum à l'État, puisque l'État a dit qu'il est volontaire de faire et qu'il demande un mois pour prouver sa bonne foi. Chiche, nous lui donnons d'ici dimanche pour qu'elle prouve sa bonne foi dans la zone qui est concernée par la délinquance depuis 3 semaines, la zone de Mamoudzou et la commune de Koungou. Nous donnons à l'État, dans une zone gendarmerie et une zone police, nous donnons à l'État 5 jours pour commencer à nettoyer ces quartiers de tous ceux qui posent problème. La grève a donc continué, tout comme les barrages. Les leaders souhaitent rester soudés afin notamment de boycotter les élections législatives partielles dans la première circonscription du département. Proposition donc rejetée de la suspension de grève générale ce mercredi par la base à la sortie de la rencontre entre intersyndicales et collectifs. Hier encore, la possibilité d'une suspension du mouvement pour 1 mois laissait envisager la levée des barrages sur l'ensemble des routes de l'île. Sauf que ce matin, sur les principaux points de blocage, les manifestants pas satisfaits des mesures annoncées ont bien maintenu les barrages. Reportage. Barrages maintenus sur les routes du territoire. Malgré la proposition de suspension de la grève générale du collectif et intersyndical, sur les principaux points de blocage, la résistance reste à l'ordre du jour. Nous, on est contre la suspension et tu vois la preuve, on est déjà là. On ne va jamais quitter notre endroit là. Il faut des réponses concrètes. Nous, on est contre cette suspension parce qu'on trouve que la ministre s'est moquée de nous, en fait, parce que c'est des paroles, elle nous a dit que des paroles, mais il n'y a pas d'écrit. Donc, nous, on ne va pas suspendre le mouvement, on va être là jusqu'à ce qu'on ait une réponse écrite. On ne peut pas enlever les barrages, ce n'est pas possible. Sinon, on va nous prendre pour des cons. Vous imaginez, ça fait plusieurs mois qu'on est là et qu'on n'a rien, on va enlever les barrages. Comment on va vivre et comment nos enfants ils vont vivre ça? Comment ma fille qui prépare le bac cette année va vivre ça quand elle va aller au collège, que ça sera la même chose? Elle va me dire, maman, mais ça faisait 2 mois que tu étais sur la route et pourtant il n'y a rien de changé. Donc c'est pas possible. Une détermination intacte chez les grévistes. Ce mercredi, les barrages se sont multipliés aux 4 coins de l'île et les consignes étaient très claires. Jusqu'à tard dans la nuit, on était toujours à l'attente d'une vraie décision pouvant nous amener à soit enlever les barrages ou à poursuivre encore la résistance. Donc moi, étant aussi un des leaders des secteurs, je n'ai pas encore reçu un avis favorable de la part de ceux qui nous représentent à l'échelle de plus haut niveau. Il n'y a pas encore eu de réponse favorable pour nous. Les barrages restent encore maintenus. La lutte continue donc pour la population du 101e département et les réponses sont attendues pour sortir d'une crise sociale qui dure maintenant depuis plus de 4 semaines. Analyse de la situation en plateau avec Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors Pierre, on a d'un côté une ministre qui annonce verbalement certes des engagements mais archivés, des engagements de l'État, et de l'autre côté un collectif et un intersyndical qui lance un ultimatum. Visiblement on est loin de sortir de cette crise. Oui, peut-être parler un peu de ce qui s'est passé hier quand même, parce qu'on est resté jusqu'à très tard du côté de la case Rocher. Il faut savoir que vraiment on était parti dans une optique pour que la réunion dure quelques minutes
Et avant, tous, notamment les représentants, les porte-paroles, on pense à Fatih Ibrahim, il y a eu des mots très durs, on les a entendus hier soir dans ce journal. Il a expliqué que voilà, c'était une ministre qui était venue pour communiquer, donc il ne voulait même pas entendre parler de négociations. Et puis finalement, peut-être expliquer comment ça s'est passé à l'intérieur, parce que je pense que c'est important aussi pour comprendre. Il y a eu des échanges dans un premier temps qui ont été assez virulents. Ça a été compliqué de se comprendre, puis ça a continué à discuter, et puis il y a eu un moment donné où il y a un événement, un fait qui a fait qu'on a pu continuer à parler, et c'est quelque chose d'important parce que je pense que c'est un symbole. C'est justement Fatih Ibrahim. Fatih Ibrahim, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose d'horrible lors d'un cambriolage. Il s'est fait ouvrir la tête, littéralement, à coups de chambeau. Il s'est fait cambrioler, il a poursuivi les voleurs, et il y en a un qui lui a mis un coup de chambeau. Tout le monde se souvient des images. Il a une marque qu'il gardera à vie, et il est marqué. C'est quelqu'un qui est marqué, et il ne veut pas se mettre en avant, mais c'est Saïd Hachim qui à un moment donné a parlé de cette histoire à la ministre, et la ministre a été bouleversée, elle s'est un peu effondrée, et elle l'a regardé, et elle a regardé tout le monde, et effectivement là elle a changé un peu de cap, elle a changé de discours. Effectivement, elle s'est dit il faut absolument qu'on trouve des solutions, il faut absolument qu'on arrive à acter des choses. Maintenant, à la fin de ces 5 heures de réunion, c'est vrai qu'on était sur des accords oraux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de signé, il n'y a rien de palpable, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de protocole d'accord. Ce qu'on sait surtout, effectivement, c'est qu'il y a eu des engagements forts qui ont été pris, notamment sur 15 mesures, mais pas que. On pense notamment aux missionnaires qui étaient là en tant que missionnaires, et certains réclamaient qu'ils soient des mandataires, qu'ils aient mandat de la part de l'État. Ça a été aussi accepté, c'était important. Donc il y a eu quand même des avancées. Certes, elles ne sont pas écrites, mais ce sont des avancées. Néanmoins, on gardait tous à l'esprit hier soir, et notamment par rapport aux propos des porte-paroles et de Fatih Ibrahim, qu'il devait y avoir un consensus de la part de l'ensemble des grévistes, des personnes qui sont depuis plusieurs jours sur les points de barrage, qui sont fatiguées, qui ne dorment pas, ou que très peu. Donc forcément, c'était une évidence. Dans une grève comme celle-là, elle ne peut pas s'arrêter lorsque 10 personnes parlent avec la ministre. Il faut derrière que la base soit consultée et qu'elle soit d'accord. Et effectivement, ce matin, il y avait une incompréhension, il n'y avait pas du tout d'accord. Il devait y avoir une réunion place de la République. Personne n'est venu parce que ça signifiait de lever les barrages. Et donc ça, c'était vraiment compliqué. Donc ils ont refusé. Il y a eu cette réunion à Tsingoni. Là encore, du côté de la Réunion, il y a eu des camps. On a eu d'un côté les syndicats, l'intersyndicale, qui étaient plutôt favorables, même s'il y avait des désaccords aussi au sein de l'intersyndicale, qui est plutôt favorable pour une suspension, parce que quand même on était parti sur un dialogue, et ça c'était important, un dialogue avec l'État. On a commencé à discuter, on a réussi à discuter, à s'accorder sur des points, à être sur la même longueur d'onde, et c'était pas gagné d'avance. Et donc par rapport à ça, ils se sont dit il faut suspendre, il faut travailler, et on verra dans un mois, rien ne nous empêche de recommencer. Et puis on a de l'autre côté le collectif qui a mis quand même beaucoup de force dans la bataille pour pouvoir mobiliser et réussir à mobiliser et à paralyser l'île. Et on le voit, on a des personnalités qui tiennent les barrages. On pense à Badirou, quelqu'un qui est dans le sport, mais c'est vraiment une personnalité qui est là, qui est sur les piquets de grève, et c'est vraiment l'ensemble de la société aussi civile qui participe à ce mouvement de grève. Donc cet élan, il allait être cassé par une suspension, et c'est ce que certains ne voulaient pas. Donc on a réussi après plusieurs heures aussi de discussion du côté de Tsingoni à s'entendre et à avoir un consensus, à dire non, on fait front tous ensemble, on ne se disloque pas, on continue ce mouvement au moins jusqu'à dimanche. Pourquoi ? Parce qu'il y a les élections législatives partielles, et ça va être retentissant puisqu'elles n'auront pas lieu sur le territoire. Et quelle image cela donnera justement, l'annulation d'élections législatives partielles dans la première circonscription dont le premier tour est prévu ce dimanche ? Oui, bah écoutez, c'est un message fort qui est envoyé, c'est dire les conditions ne sont pas réunies, on va le voir aussi après par rapport à ce qui s'est passé à Manzarsoa et par rapport à la sécurité. Les conditions ne sont pas réunies, et on ne peut pas mettre en place un scrutin. Les mairies, je crois que de toute façon, quoi qu'il arrive, les mairies, je suis pas sûr qu'elles étaient en capacité en quelques jours là d'organiser ce scrutin, parce que on est dans une grève générale qui dure depuis plusieurs semaines maintenant, et ça aurait été très compliqué. Maintenant, effectivement, du côté
de la ministre. On va le voir un peu plus tard dans les brèves, elle s'est exprimée, elle parle d'accord, elle, et pour elle, lorsqu'elle est partie, et si elle a pris l'avion, parce que c'est quelque chose qu'il faut aussi noter, la ministre ne souhaitait pas prendre l'avion tant qu'il n'y avait pas un accord. Et ce sont les grévistes qui ont dit non, il faut effectivement que vous preniez l'avion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a un conseil des ministres, parce qu'il y a encore des discussions à Paris et des choses à acter, et c'est important qu'elle soit à Paris. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est partie un peu précipitamment. Justement, on a quelques informations sur le conseil des ministres alors on a très peu d'informations, parce que c'est vrai que du côté de Paris, comme je vous dis, on a eu ce communiqué, mais depuis c'est un peu silence radio, parce que finalement on a appris relativement tard la décision aussi de ne pas lever les barrages, de poursuivre. Donc je pense que du côté du gouvernement, là on est en train de réfléchir à la suite. C'est un message qu'il leur a envoyé, un ultimatum, donc il y a aussi des réponses à apporter par rapport à ça, des réponses sur le terrain qui vont devoir s'organiser, et puis des réponses aussi au sein des différents ministères, et puis au niveau du gouvernement, parce qu'il y avait eu une sorte d'engagement aussi qui avait été pris par les représentants des grévistes. Ces engagements, ils ne seront pas tenus parce que la base a décidé de maintenir la pression et n'accepte pas de son côté des accords qui sont uniquement des accords oraux. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a beaucoup de réactions, on a beaucoup de médias qui sont sur le territoire, on pense à TF1, on pense à BFM, on a Le Monde, Europe 1, France Info, il y a vraiment beaucoup de médias nationaux, on parle de Mayotte énormément, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils veulent maintenir la pression, parce que du côté du gouvernement, il va falloir réagir, et cet ultimatum, ça va être compliqué de le tenir, je crois qu'il faut le dire, parce que... Est-ce qu'on peut parler d'une guerre de communication qui s'est mise en place depuis le début de semaine, là, depuis l'arrivée de la ministre sur le territoire? En tout cas, oui, on constate que cette grève, c'est une grève qui est en train de s'organiser et qui est bien organisée. En tout cas, bien organisée. Il y a des leaders qui ne sont pas tout à fait d'accord. Ça a été compliqué de mettre tout ça en place, mais on sait qu'ils ont un chargé de communication et quelqu'un qui filme pour eux. On l'a vu, il était avec nous lors des discussions hier avec la ministre, même si on n'a pas pu filmer les discussions, mais il était là. Il était là aussi pour prendre les premières réactions. Il est là sur les barrages pour montrer ce qui se passe. Au cas aussi où il y a des débordements, il est là pour filmer. Donc ils ont organisé leur propre communication de leur côté. Ça, c'est important. Aussi dire qu'effectivement il y a une reprise politique forcément de la part je pense à Éric Ciotti qui a parlé des dérives du droit du sol. Voilà, on a effectivement une multitude de réactions politiques. On a aussi l'Union des Comores qui a réagi. Je pense au ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores qui a dit qu'il ne fallait pas stigmatiser la population comorienne par rapport à ce qui se passait à Mayotte. Donc voilà, ça fait beaucoup réagir. Maintenant, on va suivre de très près les prochains jours et surtout la réaction de Paris. Restez avec nous, Pierre. On va parler dans quelques instants justement d'une autre réaction, celle des syndicats de police. Mais en attendant, la grève générale contre l'insécurité se poursuit sur le territoire. Les scènes de violence également. Cette nuit, c'est la ville de Mtsapéré qui a été victime d'affrontements entre bandes rivales. Une cinquantaine de jeunes de quartier de Doujani, cagoulés, armés, ont semé la terreur au quartier de Manzarsoa. Les dégâts sont assez considérables, 4 voitures incendiées et des forces de l'ordre parfois peinées à discerner les agresseurs des agressés, puisque de nombreux villageois ont décidé de se défendre par eux-mêmes et de se faire justice. Au lendemain des incidents, plusieurs interpellations enregistrées. Mais pour la population, le mal est déjà fait. Ce matin, des citoyens se sont rendus à la mairie de Mamoudzou pour demander des actions concrètes. Adèle Laurent. La nuit a été agitée pour les habitants de Mtsapéré. En effet, le quartier a été le théâtre d'actes de violence hier soir. Armés notamment de cocktails Molotov, des jeunes de Doujani se sont introduits à Mtsapéré et ont incendié 4 voitures. Les forces de l'ordre ont dû répliquer à coups de gaz lacrymogène. Tanissa et Amada étaient en première ligne et ont subi de plein fouet cette violence. J'arrive même plus à avoir les mots parce que c'est pour vous dire que hier, moi j'ai inhalé du gaz lacrymogène alors que j'étais chez moi. J'ai deux enfants en bas âge, je vis toute seule avec. Alors, je vous dis, j'en ai une qui est asthmatique. Nous avons dû nous réfugier comme si on était en zone de guerre, en Afghanistan ou je ne sais pas où, avec les tirs de lacrymogène et autres. Les enfants, aujourd'hui, ils vivent dans un climat de terreur. Hier soir, je sortais de la mosquée, en rentrant à la maison. Je suis rentré chez ma mère, pour aller voir ma mère. Dès que j'ai vu les gars de Doujani, ils sont venus sur ma voiture, ils ont cassé le vitre de ma voiture, ils ont mis de l'essence dans ma voiture.
ils ont brûlé, ils sont partis comme ça, sans rien du tout quoi. J'ai rien fait, j'ai jamais discuté avec personne, j'ai jamais frappé quelqu'un. Donc j'ai vraiment la rage. On doit trouver une solution, on ne va pas rester comme ça tous les jours. On casse nos voitures, on brûle nos voitures. Jusqu'à quand? On va aller où? Là on va où? Donc on doit trouver une solution. On est fatigué, on est fatigué. Et c'est justement pour trouver des solutions face à ces violences qu'une cinquantaine de citoyens de Mamoudzou ont décidé ce matin de bloquer la mairie. Ils sont venus demander des comptes au maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, et tous comptent bien se battre pour les intérêts de leur commune. À l'instant même où on discute là-bas au Kassorochi, comme quoi la grève est finie, on se fait envahir, nos voitures sont brûlées et que nous on est traumatisés tous les jours. Mais à qui le tour? Avant-hier, c'était pas Samainti. Hier soir, c'était à Maïvantana. À l'instant même, c'est Maïvantana encore. Jusqu'à quand? On va discuter jusqu'à quand ici là? Nous, on ne veut pas de promesses, on veut des actes. Parce que des promesses, on sait que ça s'envole. Les écrits, ça reste. Si les Mahorais attendent que l'État prenne les responsabilités, ça ne bougera pas. C'est à nous de faire bouger le cocotier. Prenez-nous, engageons-nous, mobilisons-nous et que les choses bougeront. Aujourd'hui, on est là parce que c'est un ras-le-bol, c'est un cri qui vient du cœur. On voit que notre municipalité nous a lâchés. Et quand on voit aussi que Mayotte est en train de faire une grève depuis plus de 4 semaines et que le maire de Mamoudzou fait partie de ceux qui ont trahi Mayotte, qui ont trahi ce pacte de maire qui était consolidé avant. Donc nous demandons des comptes à notre premier magistrat aujourd'hui. Nous sommes là pour que M. Mohamed Majani descende du haut de son siège et qu'il vienne nous voir, nous, les administrés, nous qui l'avons porté au pouvoir, parce que nous souffrons. Nous allons nous battre pour notre sécurité, pour la sécurité de nos biens et de nos familles. Nous nous battons sans armes, sans pierres, sans rien, mais nous restons debout. Raachir, comme on dit chez nous, Raachir. Et ce matin, le maire de Mamoudzou est venu prendre le pouls du mouvement. S'en s'est suivi un court échange avec les citoyens présents. On les comprend, c'est les colères de tous citoyens de Mamoudzou, mais aussi de Mayotte. On les comprend. Nous allons discuter et nous avons des solutions, mais nous allons d'abord les écouter et puis leur dire ce que nous, on en pense. Une délégation de citoyens devait rencontrer à 16 h le maire de Mamoudzou, le commissaire et le directeur général des services de la mairie. Voici quelques-unes des revendications. Le renforcement de l'éclairage public, des contrôles d'identité et des patrouilles de la police municipale. Un suivi des victimes, la mise en place d'un couvre-feu dès ce soir à partir de 19 h pour les mineurs, mais également la démolition des lieux squattés par les délinquants identifiés, un suivi de chaque jeune interpellé et relâché et l'arrêt de l'inscription des enfants issus de l'immigration. L'affaire est à suivre. Réveil donc difficile pour les habitants de Mtsapéré, nuit très agitée pour les forces de l'ordre. Des policiers qui, durant cette visite ministérielle d'Annick Girardin, ont appris qu'ils allaient obtenir le remplacement de toutes les vitres de leurs véhicules. 100 000 € devraient être ainsi débloqués dans les prochains jours. Un premier pas important pour les fonctionnaires de police qui travaillent depuis des années avec un parc automobile dans un état catastrophique. Un soulagement annoncé ce matin par le porte-parole du syndicat Alliance Police, invité de la matinale de Coésie. Extrait. Ça paraît fou et c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important que l'on me garantisse qu'une pierre ne traversera pas un pare-brise ou une vitre. C'est tellement important. Parce qu'il faut expliquer, ce ne sont pas des pare-brises normaux, j'allais dire. Oui, oui, tout à fait. Ça va être revu, ça sera corrigé par du feuilletage qui empêchera vraiment l'impact. La pierre tombera dessus, elle ne créera pas de fissures multiples et une deuxième pierre ne pourra pas traverser. C'est ce qui s'est passé il y a une semaine, 10 jours, excusez-moi, parce qu'avec l'actualité, je commence à en assimiler beaucoup en fait de police, malheureusement. Donc, c'est tellement important cette mesure, tellement important. Lorsque l'on m'a appelé cette semaine pour me dire bon ben votre tract, votre revendication, on va réussir à débloquer, c'est compliqué, croyez-nous. J'ai dit ça peut paraître complètement anodin mais un collègue qui va pouvoir rentrer dans un secteur comme hier soir et se dire putain la pierre ne va pas traverser, eh bien je vais pouvoir faire ma patrouille dans un habitacle protecteur. Voilà, ça ne veut pas dire que les véhicules sont en bon état.
Pierre, on revient avec vous justement sur cette situation d'insécurité, une fois de plus agitée sur le chef-lieu. La grève contre l'insécurité, donc elle est bien justifiée. Oui, oui, elle est bien justifiée. Et puis c'est vrai que c'est terrible que ça arrive à ce moment-là, mais on se souvient qu'à chaque fois qu'il y a des barrages ou que la situation dégénère, il y en a qui profitent du chaos pour en rajouter. Et c'est vrai que ce qui pose problème surtout, c'est qu'on voit qu'il y a des stades qui sont franchis à chaque fois. Et là, on est avec des cocktails Molotov. Alors il faut savoir qu'il y a eu des interpellations, hein. Il y a eu 9 interpellations. Aujourd'hui, il y a eu des perquisitions, notamment du côté de Passamenti. Donc on est en train justement de s'attaquer à ça. C'est aussi ce que demande. Ça fait partie de l'ultimatum, hein, clairement, de s'attaquer à ces bandes qui sévissent. On l'a vu à Passamenti, là on a vu que c'était du côté de Manzarsoa à Mtsapere. Oui, c'est vraiment révélateur. Ça se passe en plein dans cette grève générale contre l'insécurité. Il y a aussi beaucoup de médias nationaux qui sont en train de voir vraiment la réalité aussi des Mahorais. Donc quelque part, est-ce que c'est pas un mal pour un bien ? Je ne sais pas, en tout cas c'est terrible de voir ces images-là. La ministre était en pleine réunion lorsque ça se passait, lorsque des véhicules étaient incendiés. On entendait filtrer effectivement des informations par rapport à ça, et notamment l'envoi de renforts, parce qu'ils étaient très peu sur le terrain au moment où ça s'est passé. J'espère que la ministre, encore une fois, elle a pris conscience de ça et de la réalité sur le terrain, et de ces jeunes, de ces poignées de jeunes qui sont juste devenus incontrôlables et contre lesquels il va falloir effectivement prendre des mesures drastiques. On pense bien entendu à un accompagnement, à des foyers, mais aussi à des mesures qui seront des mesures punitives. Donc il faudra que la justice aussi joue son rôle, que tout le monde joue son rôle. Je crois que la ministre elle a pu s'entretenir avec notamment le procureur de la République, le préfet, justement les hauts fonctionnaires, pour qu'on réussisse à s'accorder là-dessus et à punir ceux qui agissent de cette manière. Et ce qu'il faut noter également, et c'est peut-être inquiétant, c'est la population qui est aujourd'hui de plus en plus impatiente et qui est prête carrément à se faire justice. Oui, mais ça c'est le problème, c'est tout le problème. Aujourd'hui, on l'a entendu, ils l'ont dit au niveau des grévistes, notamment les leaders. Encore hier, Fatih Ibrahim l'a expliqué, si l'État n'est pas en capacité d'assurer ses missions régaliennes, eux sont prêts à le faire. Comme ça a été le cas et comme c'est le cas dans certains pays, dans certains territoires dans le monde. On sait ce que ça va donner, on sait où on va en arriver, on sait les dérives qu'il y aura derrière et l'anarchie qui s'installera, mais ils sont prêts à le faire. Aujourd'hui, on en est arrivé là à Mayotte. On en est arrivé là et effectivement, c'est inquiétant, c'est très grave. Je pense que l'État est en train de prendre conscience de ce qui se passe, que la ministre, elle a vu la colère. Et il faut vraiment espérer que là, dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines heures, on va avoir des annonces fortes, on va avoir des choses qui vont permettre de dire à ces personnes qui tiennent les barrages, ça y est, on nous a entendus, ça y est, on a compris l'urgence et l'État, la ministre a eu un mot très fort hier, elle a parlé de retour de l'État à Mayotte. Ça veut dire qu'elle a avoué que l'État n'était plus là. Espérons qu'il est de retour. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Et pour terminer cette édition, le reste de l'actualité locale de ce mercredi 14 mars dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier soir, l'association ACFA France Victimes Mayotte a décidé d'écrire à la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Sa présidente Faouzia Korji ainsi que sa vice-présidente Sofia Tassoufou ont décidé de prendre la parole pour faire part de leur état d'esprit. Voici quelques passages de cette lettre choc. Je cite « Madame la ministre, la France métropolitaine se plaît souvent à nous décrire, nous Mahorais, comme racistes. On prétend que nous sommes indifférents au drame de l'immigration clandestine. Madame la ministre, c'est faux. Comoriens et Mahorais partagent la même religion, l'islam, une religion de paix, une religion humaniste, une religion qui place au-dessus de tout l'âme humaine. C'est tout Mayotte dans sa diversité de couleurs et de religions qui vous le dit. Nyamodja ou Dzaloulou, comprenez, Madame la ministre, merci. Nous comptons sur vous pour transmettre ce message au Conseil des ministres de ce jour.
De son côté, Annick Girardin a réagi par voie de communiqué au lendemain de la réunion avec les leaders du mouvement de grève générale. Elle affirme ainsi qu'après la tenue des négociations au cours de l'après-midi du 13 mars 2018, un accord de principe entre l'État, les élus, les syndicats et les collectifs a été conclu. Elle salue la qualité et la franchise des échanges entre chacune des parties qui permettent à Mayotte d'écrire une nouvelle page pour son avenir. La ministre des Outre-mer a pris des engagements au nom du gouvernement pour renforcer la sécurité, la lutte contre la délinquance et la lutte contre l'immigration illégale. Elle s'est engagée avec l'ensemble des parties prenantes sur un calendrier et sur des réponses en termes de sécurité, de méthode et de présence de l'État sur le territoire dans un délai d'1 mois. La suite du communiqué fait état des engagements des grévistes et des élus quant à la levée des barrages et à l'organisation des élections législatives partielles. Et concernant ces élections législatives, l'UPR, le parti de François Asselineau, a réagi et demande le rapport du scrutin. Il écrit que compte tenu de la situation insurrectionnelle à Mayotte, l'UPR émet ses plus vives préoccupations quant aux dernières évolutions dans le département qui se retrouve au bord de la guerre civile. François Asselineau ajoute, je cite, « La situation qui s'est détériorée mois après mois, avec une augmentation croissante du chômage, de la criminalité et de l'immigration clandestine, amène à une explosion de colère de la part des Mahorais qui ne permet plus la tenue sereine et l'organisation matérielle du scrutin prévu dimanche prochain. Il est à craindre que ni les électeurs, ni les scrutateurs, ni les assesseurs ne pourront se rendre dans les bureaux de vote. Dans les conditions actuelles, l'UPR estime qu'il est du devoir du gouvernement de prendre acte de cette situation désastreuse et intenable et d'en tirer les conséquences en décalant la tenue du scrutin de quelques semaines, le temps que l'ordre soit rétabli sur l'île. Voilà pour les brèves signés Adèle Laurent, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de votre programme. Je vous retrouve demain 19h pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous sur Cozy.